Niger, départ des troupes françaises vers un scénario à la malienne. Nous nous interrogeons encore ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Malgré la réunion jeudi au Ghana des chefs d'état-major de la CEDEAO, l'option d'une intervention armée contre les nouveaux hommes forts de Niamey semble s'éloigner et la grande base militaire française au Niger est plus que jamais menacée, puisque le peuple nigérien demande justement le départ de tous les soldats étrangers et précisément tous les soldats français du sol nigérien. Plusieurs signaux diplomatiques, notamment venus de Washington, plaident pour qu'une solution politique conforte la position des nouveaux hommes forts et surtout des révolutionnaires du côté du Niamey, alors que les chefs d'état-major de la CEDEAO se sont réunis le 17 août dernier au Ghana. Eh bien, il faut le dire, les militaires révolutionnaires ont dénoncé au début du mois 5 accords de défense avec Paris et ont demandé le départ des troupes françaises stationnées au Niger. Jusqu'à aujourd'hui, le Quai d'Orsay répète que la présence des soldats français a été décidée avec les autorités officielles du pays, à savoir le président déchu Mohamed Bazoum. L'Élysée juge sans valeur les exigences d'un régime qu'elle ne reconnaît pas. Mais si les putschistes, disent-ils, s'incrustent, la France devra bien tirer les conclusions et partir. Une question cependant, mesdames, messieurs, pourquoi attendre lorsque tout le peuple nigérien demande justement aux soldats français de partir? Et qu'est-ce que Emmanuel Macron appelle des autorités non légitimes, si c'est le peuple qui a pris l'initiative de porter ces hommes au pouvoir? Allez savoir. Les moyens militaires français sur place sont pour l'essentiel concentrés sur l'aéroport de Niamey, jusqu'à 1500 hommes, au moins 3 avions de combat Mirage 2000, 5 drones Reaper, des dizaines de blindés et des tonnes d'autres matériels. On retrouve une partie des équipements provenant des bases que la France a dû évacuer au Mali. D'autres militaires français, notamment des légionnaires, avaient été déployés dans la région d'Oualam, à 80 km au nord de Niamey, et plus à l'ouest, à Oyourou, une localité proche de la frontière malienne. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, les hommes forts, les révolutionnaires nigériens gardent le pouvoir. Une question se pose, et surtout une question que les Français se posent: que vont devenir les bases des soldats français de ce côté-là? Ces militaires qui travaillent avec l'armée nigérienne, nous dit-on depuis la nuit des temps, ont cessé toute activité opérationnelle depuis la prise de pouvoir par les militaires. Le moindre de leurs mouvements, même pour des raisons strictement logistiques, est scruté justement par les populations. La seule issue envisageable sera donc leur départ, mais pour aller où? Satouga, c'est ce que déclare d'ailleurs le Quai d'Orsay. Le Mali et le Burkina étant rayés de la liste, l'option envisageable reste finalement le Tchad, nous dit-on ce lundi. Oui, on nous fait savoir, mesdames, messieurs, que si les soldats français quittaient le Niger, ils vont se diriger vers le Tchad. Mais pourquoi avoir choisi le Tchad? Pourquoi ne pas rentrer directement à la maison? On parle bien sûr de la France. L'armée française dispose d'une base, on le sait, en N'Djamena, où stationnent plus d'1 millier d'hommes en dehors du Sahel. D'autres possibilités de répartition des effectifs existent. On nous fait savoir également que cela pourrait se faire du côté du Sénégal, en Côte d'Ivoire et surtout au Gabon. Des bases dont l'utilité a été soulignée cette année par un rapport sénatorial, nous dit-on. Mais ces localisations sont éloignées des zones où on nous parle de djihadistes qui mènent leur principale attaque. En résumé, si l'armée française ne devait plus disposer que d'une seule base au cœur du Sahel, elle ne pourrait plus accomplir les mêmes missions. D'ailleurs, c'était quelle mission? Nous nous interrogeons donc, mesdames, messieurs, ce matin, Niger, départ des troupes françaises vers un scénario à la malienne. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, ne soyez patient parfum d'homme, homme politique, UPCiste. Il est notre invité ce lundi matin. Patient parfum d'homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselengos. Bonjour à nos millions d'internautes. Bonjour à tous nos techniciens. Bonjour aux filles, aux fils de ce continent. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons fait un choix. Depuis longtemps, nos valeureux prédécesseurs, c'est le choix de la liberté, c'est le choix de l'indépendance réelle, c'est le choix de la souveraineté. Ce choix, il n'est pas antinomique avec nos valeurs humaines, nos valeurs de solidarité humaine, nos valeurs de fraternité, nos valeurs d'humanisme. C'est pour cela qu'une fois de plus, venir sur votre plateau
échanger avec nos frères à travers cette interface que constitue la toile aujourd'hui. Est toujours un plaisir pour moi, un plaisir partagé, je l'espère, avec nos millions de téléspectateurs, j'allais dire d'internautes, téléspectateurs c'est pour bientôt, je l'espère. Et donc, une fois de plus, debout l'Afrique, wake up, get up, comme disait le grand Bob Marley, nous sommes, n'est-ce pas, c'est le moment du rendez-vous, n'est-ce pas, pour ces conquêtes qui sont légitimes, qui sont justes. Et quand quelque chose est à la fois légitime et juste, il faut forcément qu'il y ait des soldats pour hâter cet avènement d'un continent enfin libéré de toute forme de domination, d'assujettissement et d'esclavage, même dans ses versions modernes. Elles sont nombreuses, elles sont variées. Ce qui se passe au niveau des BRICS et qui va se dérouler dans bientôt avec ce nouveau chapitre, avec la réunion qui va se tenir en Afrique du Sud, nous reconforte dans cette pensée profonde pour dire, quand on lutte pour la vérité, pour la justice, pour son droit, oui, on a toujours raison. Même si on perd pour le moment, on finit toujours par gagner. Si on ne gagne pas soi-même, on plante des germes pour que les générations futures continuent de tenir le flambeau jusqu'à la victoire finale. C'est ce qui se passe malheureusement, parce que l'élite mondialisée ne nous donne pas d'autres alternatives que l'alternative de la confrontation jusqu'à la victoire finale. Et donc, heureux de savoir que ce formidable plateau, dont vous êtes les gémons, a participé à densifier, n'est-ce pas, cette résistance africaine. Et c'est pour ça que c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir et d'honneur que je répondrai toujours présent à vos invitations. Merci une fois de plus pour cette énième invitation. Merci à vous également, Patient Parfum d'Homme, d'être avec nous ce matin. Nous nous interrogeons Niger, départ des troupes françaises vers un scénario à la malienne. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Patient Parfum d'Homme, ils ont été chassés du Burkina Faso, du Mali. Finalement, ils sont réfugiés au Niger, qui était justement une arrière-garde de la France. De ce côté-là, cette fois-ci, les Nigériens demandent le départ pur et simple, on va le dire comme ça, des troupes françaises de leur sol. Cette fois-ci, le Quai d'Orsay nous fait savoir que ces soldats, si jamais, bien sûr, les Nigériens n'en veulent plus, ils pourraient se diriger cette fois-ci du côté du Tchad, soit finalement au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas rentrer directement en France? C'est la question qu'on aurait pu se poser. C'est un éternel exil. Ce sont des gens peut-être qui ne rentreront jamais chez eux à cause de cette mauvaise volonté de leurs élites du moment. On ne peut pas comprendre. C'est vraiment absurde. J'insiste sur le mot français. C'est absurde qu'aujourd'hui nous ayons des armées d'occupation qui occupent l'Afrique contre la volonté même du peuple africain. Et quand bien même cette volonté s'exprime, n'est-ce pas, de manière majeure, comme c'est le cas actuellement, on ne veut pas de votre présence. S'il vous plaît, faites vos briques et vos brocs, n'est-ce pas, vos clics et vos claques, rentrez chez vous, et que ces gens insistent à rester. Et on comprend très bien que le narratif qui a été développé pendant longtemps, qui consistait à dire « nous sommes là pour combattre le djihadisme », en réalité n'est qu'un cachex. Les véritables raisons sont ailleurs. Elles sont d'ordre économique, elles sont d'ordre politique, elles sont d'ordre géopolitique, elles sont d'ordre d'une flibusterie qui ne dit pas son nom, des élites occidentalisées et occidentales qui ont pour vocation à continuer à maintenir cet espace dans le noir total. J'aime appeler l'Afrique centrale le cœur de ténèbres, mais l'Afrique francophone tout court, c'est vraiment le cœur de ténèbres. Maintenant qu'un rayon de lumière, n'est-ce pas, a pu percer complètement cette toile-là et qu'elle commence à montrer la face hideuse des intentions inavouées de cette présence à la fois militaire, diplomatique, mais surtout de la civilisation de caniveau qu'on nous propose. Et ça ne peut que créer des problèmes. C'est pour ça qu'il y a cette tentative de freiner des quatre fers, cette tentative de continuer à jouer contre la montre, cette fuite en avant qui n'en finit pas. C'est une marque d'irresponsabilité de la part des dirigeants occidentaux qui ne comprennent pas aujourd'hui vraiment la direction que le monde prend, la vitesse avec laquelle le monde imprime cette direction-là. C'est eux qui sont complètement largués, c'est eux qui sont complètement en retard, c'est eux qui sont complètement à l'opposé, n'est-ce pas, de la marche de l'humanité aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'Afrique, comme ce fut toujours le cas depuis des millénaires, est de nouveau dans son rôle historique de remonter la voie
remontrer la voie à l'humanité, remontrer la voie à ces égarés, remontrer la voie à ceux qui n'ont pas compris ce que c'est la force. Parce que le problème de l'Occident aujourd'hui, c'est qu'ils ont dénaturé le sens de ce que c'est la force. Vous voyez? Et c'est ça c'est cette cécité du point de vue cognitif qui ne leur permet pas aujourd'hui de prendre les décisions qu'ils doivent prendre pour ne pas être complètement au bas de l'échelle si ils continuent de foncer tout droit comme ça vers ce mur. Le peuple est souverain partout. Si vous prenez même le propre dictionnaire occidentaux pour définir ce que c'est la souveraineté, vous allez bien comprendre que ces gens-là, ils disent une chose et ils font complètement le contraire. Mais cette fois-ci, le peuple africain a décidé de reprendre sa destinée en main et rien ne pourra l'arrêter. Ni les atermoiements de ces élites mondialisées, ni les tentatives des endocolons de faire tourner la montre à l'envers. Nous sommes dans une tendance lourde, nous sommes dans une démarche éminemment historique et civilisationnelle, et rien ne pourra plus arrêter cette marche en avant, n'est-ce pas, du destin des Africains. Bon, maintenant ça se comprend. Écoutez, quand on tranche la tête d'un coq, il a toujours une période de latence où vous voyez, continue de se débattre, mais la tête est déjà tranchée. Malheureusement. Pasteur Parfum-Dôme, il faut quand même dire que les soldats français sont devenus aujourd'hui comme des espions errants sur le continent africain. Ils vont à gauche et à droite. On les chasse au Burkina Faso, au Mali, ils se réfugient finalement au Niger. Cette fois-ci, le Niger n'en veut plus. Et là, on veut refouler le bébé, je ne sais pas moi à qui, peut-être au Tchad, au Sénégal, au Gabon ou encore en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Mais là aussi, c'est une question de temps. C'est les Ivoiriens qui m'ont dit. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu. C'est une question de temps. Il n'y a rien à faire. C'est une perte de temps pour M. Macron et ses amis, n'est-ce pas, impérialistes. C'est une perte de temps pour nos endocolons. Ils ne comprennent pas la marche du monde. Il faut vraiment qu'ils reviennent à l'école de la sagesse qui explique, n'est-ce pas, les dynamiques des temps, les dynamiques des luttes, les dynamiques des constances. Il n'y a rien à faire. C'est la fin, il n'y a rien à faire. Souvent, je veux même être un peu excessif en vous disant, même si cette génération, c'est-à-dire que vous et moi, est plus ou moins conscients depuis au moins plusieurs décennies, refusons même de ne plus faire ces plateaux, refusons même de ne plus rien faire. C'est fini. C'est une autre Afrique qui va naître. Parce que la graine qui a été semée a poussé et elle prend du volume. Elle devient comme un iroko, un baobab, un doucet, donc un arbre puissant dans la forêt. Il n'y a plus rien à faire. C'est à eux de comprendre. Et c'est là où je parle de la cécité, de ce leadership molle, je l'ai dit, comme une fiche molle, de ce leadership comme mièvre des élites occidentales aujourd'hui, parce que, à force d'être dans la jouissance, à force de prendre les plaisirs sataniques comme des valeurs, ils n'ont plus cultivé ce que M. Mbelek aime appeler ici l'esprit scientifique. L'esprit, s'ils avaient l'esprit mathématique, ils auraient bien comprendre que, au contraire, il faut vite opérer un virage pour ne pas tout perdre totalement. Et c'est ce que tentent de faire les Américains. Quand vous voyez aujourd'hui la posture américaine et la posture française par rapport à ce qu'il faut gérer au niveau du Sahel en général et du Niger en particulier, vous vous rendez bien compte que les Américains ont bien compris qu'attention, leur obstination à continuer à foncer dans le mur, ce qu'ils ont à perdre par rapport à ce qu'ils ont à sauver, oui. Ils préfèrent justement aujourd'hui aller dans le sens de la négociation pour essayer de sauver ce qui peut l'être encore. Mais or, les Français, dans leur morgue, dans leur vision obtuse de la réalité géopolitique et politique dans le monde et en Afrique en particulier aujourd'hui, et qui est tout simplement l'absence d'un véritable grand leadership, malheureusement pour eux, ils n'ont rien compris et ils continuent de foncer. Ils continuent de foncer et je ne vois pas. Quand vous me parlez de après quand ils seront chassés du Niger, où est-ce qu'ils vont les destinations? Si c'est le Tchad, je vous rappelle déjà qu'au Tchad, c'est grave. Ça commence à grogner sérieusement. Commence même à avoir des explosions lors des passages du président Mohamed Debino dans des visites à l'intérieur du pays. Attention. La Côte d'Ivoire de M. Ouattara, c'est une affaire de seconde. Dans bientôt, ça va être un lointain souvenir. Le Sénégal, M. Macky Sall est complètement hors jeu. Complètement hors jeu.
Bon, c'est vrai, l'architecture des pouvoirs au Sénégal ne veut pas totalement perdre la face, mais je vous dis que, bon, que ça l'est déjà hors jeu, mais surtout, cette architecture-là, elle-même sera obligée de se reformer, même l'architecture traditionnelle. Sinon, elle est perdue. Nous sommes dans des contradictions en interne de ces sociétés qui participent à renforcer les dynamiques holistiques sur le plan africain qu'on ne peut pas bloquer, qu'on ne peut pas faire revenir en arrière. Oui. Thomas Sankara disait des révolutions que c'est comme un cycliste, n'est-ce pas, qui est sur son vélo. Quand vous pédalez là, si vous vous arrêtez brusquement de pédaler pour aller de l'avant, vous tombez, il n'y a rien à faire. C'est ce qui va se passer pour ces armées françaises, pour ces mercenaires français, n'est-ce pas, qui occupent notre sol, parce qu'ils auront été incapables de prendre la bonne décision. Il y a une seule décision qui va aujourd'hui pour ces mercenaires, pour ces troupes de mercenaires étrangers sur notre sol, c'est de repartir chez eux. Le reste est une véritable fuite en avant, mais une fuite en avant dont les heures et les jours sont comptés. Il faut que l'élite politique française réfléchisse à ça. Ce millénaire qui a commencé par la puissance, j'allais dire, le leadership chinois, parce que c'est la puissance commerçante du monde, les gens l'oublient un peu, est en train de s'achever avec la débâcle de l'Occident et de l'Europe. Ils ont adopté des postures civilisationnelles qui sont à l'encontre de tout ce qui fait les éléments de puissance d'un peuple. Je vous le dis, c'est aussi banal que cela. Quand vous avez un État, vous avez des prétendues nations qui fondent leur modalité civilisationnelle sur des questions d'un homme qui épouse un homme, une femme épouse une femme, un enfant de 10 ans, il faut qu'on commence à l'enseigner qu'il n'est ni homme ni femme. C'est fini. C'est les craquements. C'est ce qu'on appelle le son de craquement de l'édifice et qui ne va pas tarder à s'écrouler très, très rapidement. Parce qu'ils ne sont plus dans les dimensions naturelles de l'humain, les dimensions naturelles de notre planète. C'est ça qui est le fondement de tout ce qui va produire le génie pour décrypter la nature et permettre à l'humain de pouvoir évoluer de manière harmonieuse dans cette même nature. Parce que tout est dans la nature. Tout est dans la nature. Même ce qui vous semble être des contresens de la nature, il faut seulement bien les étudier, vous allez bien vous rendre compte que ce sont peut-être des décalages, mais qui sont totalement en harmonie avec la nature. Alors, vous ne pouvez pas être avec des gens qui ne représentent rien, une petite puissance comme la France, qui veut régenter des civilisations millénaires, des peuples costauds comme le peuple africain. Ben, c'est l'histoire de grenouille, de la grenouille qui veut se faire passer pour un bœuf. C'est fini. Si ça a duré une centaine d'années, bon, disons même plus, ça arrive, vous avez tiré la corde. Oui. C'est le point de rupture, il n'y a plus rien à faire. Si vous continuez à tirer, c'est une loi de la physique, belle qu'elle a, eh ben, il y aura rupture. Cette corde-là va rompre. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, je crois sincèrement que s'il y a encore des gens qui sont dotés d'un peu de jugeote du côté de l'Occident, qu'ils se ravisent rapidement et ils regardent ce que les Américains sont en train de faire. Là, les Américains comprennent qu'ils ont perdu en Ukraine. Ils tentent de négocier de manière maladroite parce qu'une fois de plus, leurs élites essayent de se dire qu'on peut mathématiser le hasard et qu'un hasard permette à ce que l'architecture qui est en face de la grosse machine, n'est-ce pas, russe, puisse se déglinguer. C'est la méthode Coué, quoi. C'est ne plus faire avec des logiques rationnelles. La Chine continue de se développer. C'est inarrêtable. Les jeunes pays des BRICS continuent de se développer. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Donc, il y a un bouleversement sur le plan international de l'architecture des instruments de domination mondiale. L'aile marchande du monde, ce n'est plus ni l'Europe, ni les États-Unis d'Amérique, c'est du côté de l'Asie et de l'Orient. C'est un fait. La puissance militaire du monde assumée, c'est la Russie. Et les Africains maintenant commencent à comprendre que dans ce cinéma-là, dans ce cirque qu'on leur a imposé, il faut qu'ils deviennent des vrais acteurs et non des marionnettes à qui le marionnettiste, souvent qui a même des bras rabougris, leur fait jouer un rôle qui n'est pas le leur. Ils le comprennent.
Et ils vont donc prendre leur rôle majeur d'acteur. Mais au-delà d'acteurs, de ceux qui ont conçu ce monde dans sa phase moderne. Parce que ceux qui ont créé les instruments de la modernité. La culture moderne, c'est l'Afrique, c'est l'homme noir. Les sciences modernes, c'est l'Afrique, c'est l'homme noir. Tout ce qui est comme architecture, dans ses phases les plus modernes, c'est l'homme noir. Technologie, c'est l'homme noir. Comment cet homme premier, qui a été la source de tous les éléments de modernité dans le monde, peut donc se retrouver au rang d'esclaves des gens qui n'ont aucune conscience historique, comme c'est le cas des élites occidentales. Comment est-ce possible? Donc je crois que c'est le retour à l'ordre normal des choses. Et le peuple nigérien, qui est un peuple lui aussi millénaire, avec une très grande culture, a pris connaissance de cette réalité-là. C'est pour cela qu'elle dit non. Il ne peut pas avoir de changement qualitatif dans notre pays si dans ce pays, nous continuons à voir sur notre propre sol des éléments qui empêchent justement l'éclosion et la réalisation totale et complète de cette révolution. Ce sont ces forces armées occidentales, ces forces armées françaises sur leur sol. Bien avant même que cette crise ne se déclenche, n'oubliez pas qu'il y avait déjà les forces américaines au niveau du Sahel, dans le Niger. Oui. La base des drones dans tout le Sahel, c'est à Agadez. La base des drones américains, c'est à Agadez. Donc, ils le comprennent parfaitement. Et je vous ai dit, nous avons eu deux éléments majeurs d'expérience à Mondiovision qui ont sculpté complètement la compréhension des Africains dans les enjeux mondiaux. Ce fut la crise libyenne avec l'assassinat de Muammar Kadhafi et la crise ivoirienne avec le bombardement du palais du président Laurent Gbagbo. On oublie un peu, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était avec la naissance du président Laurent Gbagbo qu'enfin l'Afrique a renoué avec cette culture millénaire de résistance et de lutte. Et là, tout le monde a vu. On a dit, c'est pas vrai. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, la naissance du président Laurent Gbagbo a redonné du sens à notre discours révolutionnaire. C'est ça qui produit les craquements que vous voyez là. La France a pu gagner, mais c'était sa perte. C'était des espèces de victoire à la Pyrrhus. C'est pour cela que je vous parle souvent de tendances lourdes. Je vous parle de la victoire des vaincus. C'est le moment. Je vous parle du contentieux historique. Ils m'ont dit pendant longtemps, oh, vous bavardez pour rien, votre contentieux historique n'aura jamais lieu. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais au Mali, c'est quoi? C'est la résolution du contentieux historique. Au Burkina Faso, c'est quoi? C'est la résolution du contentieux historique. Au Niger, c'est quoi? C'est la résolution du contentieux historique. Alors, je ne parle pas de la République centrafricaine. Où là encore, il y a non seulement des forces vives, mais surtout des intellectuels qui ont compris le sens de ce contentieux historique et qui mettent tout en œuvre pour le purger. Il n'y a rien d'autre à faire. Au Cameroun, ça sera pareil. Au Congo, ça sera pareil. Au Bénin, partout, ça va être pareil. Et c'est là que vous voyez le déficit d'intelligence des élites occidentales, surtout françaises. Ils sont pratiquement autistes quand on parle de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours, ils baignent toujours dans cette espèce de racisme primaire qui leur font croire que l'homme blanc est forcément plus intelligent que l'homme noir. Et c'est ça qui a donné de tout paix à M. Macron. Regardez un petit blanc bec comme Macron, un petit blanc bec comme ça, qui est complètement vide, qui ne comprend rien, n'est-ce pas, au rôle de l'histoire, qui vient au Niger et qui dit, même si on donne toute l'aide mondiale à ce peuple nigérien-là, il ne pourra pas décoller parce que dans ce pays, les femmes ont un ratio, n'est-ce pas, de 7 enfants par femme. Il dit c'est impossible. On comprend. Je sais que lui n'a jamais eu des nuits blanches parce qu'il y a un bébé qui pleure à côté. Bon, mais quand même, nous avons eu des sœurs aînées qui n'ont pas fait d'enfants, mais qui comprennent bien le sens de ce que c'est faire un enfant et l'élever. C'est, M. Ngoz, c'est par cet acte-là que l'humanité a un sens. Bon, c'est vrai, ils sont dans les prétendues procédures de l'homme augmenté. On va faire des greffes, n'est-ce pas, de la partie du cerveau humain qui crée, n'est-ce pas, ce tournant cognitif, n'est-ce pas, au singe, et pour voir si le singe ou bien le chimpanzé ne sera pas plus intelligent que l'homme, on va voir comment on va faire des bébés en leur introduisant des puces qui vont en faire des hommes augmentés, des conneries comme ça. Non, ce sont des tentatives
de tourner la page de l'homme et de vivre dans des lubies de ces sous-hommes, malheureusement, qui sont au pouvoir dans beaucoup de pays qui dirigent le monde aujourd'hui. Parce que c'est eux les sous-hommes. Mais le peuple nigérien, à l'instar du peuple africain, continue de respecter ce qu'on appelle la logique des dominos. Quand ça commence à tomber, tam, c'est une suite logique. Rien ne peut l'arrêter. Je reprends encore mon frère Mbele qui me parlait de la logique mathématique. C'est ça la logique mathématique. Parce que la contradiction est arrivée à son point le plus culminant. Il faut absolument qu'il y ait un déplacement. C'est-à-dire que l'affaire balance. Le point de rupture, nous sommes arrivés là. Vous ne pouvez plus continuer à travers vos RFI, France 24, BBC, à entretenir, n'est-ce pas, un discours propagandiste du mensonge pour continuer à lobotomiser les cerveaux des Africains. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Au contraire, beaucoup d'entre nous, nous profitons aujourd'hui pour écouter leurs propres informations, pour trouver le ridicule qu'ils véhiculent et retourner ça contre eux. Ils ne le voient pas. Donc, je crois sincèrement que le valeureux peuple du Niger a compris que pour qu'elle puisse transformer l'essai de sa propre révolution, il est complètement impossible qu'elle continue à accepter la puissance de ces mercenaires étrangers sur son sol. Il faut purifier l'espace nigérien de ces forces sataniques qui véhiculent une culture de caniveau. Et ça va être la première exigence. Je vous l'avais dit sur ce plateau. Qu'il faut absolument muscler le jeu et demander le départ de ces forces du sol nigérien. C'est la condition sine qua non pour que ces révolutions aboutissent. Et ça va être la condition sine qua non partout où les peuples vont se lever pour exiger enfin leur souveraineté. C'est pour cela que je continue à avoir un regard très amusé sur ces, n'est-ce pas, cette fuite, comment vous appelez ça, ils tournent en rond, ils iront de pays à pays, cet exil qui n'en finit pas, de ces pauvres airs qui vont continuer à errer sur le continent africain comme des espèces de caïns. C'est dans ce qui aiment la Bible, les caïns. Ce sont des espèces de petits caïns qui vont continuer à errer partout sur le sol africain jusqu'à leur décrépitude totale. Merci aux vaillants peuples nigériens. Vous avez compris le sens historique de ce combat. Et vous l'assumez très bien, en instant d'autres peuples, n'est-ce pas, qui vous ont légèrement précédé, le Mali, le Burkina, je l'espère aussi pour la Guinée-Conakry, mais surtout la République centrafricaine. J'ai vu quelque chose au niveau de la République centrafricaine qui prouve que quand on dit des gens qui sont des analphabètes parce qu'ils ne parlent ni français, ni anglais, ni portugais, ni espagnol, ça fait rire. Parce que dans le Sango, on leur a expliqué ce que c'est la souveraineté. Et ils l'ont appliqué à leurs propres conditions. Des citoyens pratiquement de seconde zone. Et ils ont compris qu'en changeant radicalement la perception des choses et de paradigme, ils vont devenir des hommes réellement indépendants et souverains. Et c'est pour ça que vous avez vu des files à ne plus en finir pour aller voter pour le oui à ce référendum. Vous avez vu des femmes, des jeunes, des handicapés attendre pendant des heures pour déposer leur bulletin en l'urne pour sacraliser, n'est-ce pas, cette volonté qui est la leur de légitimer leur constitution et de légitimer le pouvoir qui, sur la base de cette constitution-là, va leur permettre justement de devenir enfin libre, autonome et indépendant. C'est exactement ce que fait le peuple nigérien et qui est prêt, qui le dit, qui ne s'en cache pas, d'aller jusqu'au sacrifice suprême pour rompre avec ce négorgien. Et ça se voit. Donc ce n'est pas des fables, ce n'est pas un débat sur le sexe des anges, c'est quelque chose de concret, de réel. Que non seulement le Niger, non seulement l'Afrique, mais le monde entier voit. Vous croyez que ce qui se passe au Niger, avec les réclamations du peuple nigérien, n'impacte pas sur les opinions mondiales à travers le monde? Si vous allez en Indonésie, vous posez le problème du Niger, les Indonésiens vont vous dire seulement une seule chose. Que fait la France sur les territoires des Nigériens? Ils font quoi là-bas? Qu'ils aillent en Corse, apparemment il y a de belles plages là-bas, qu'ils aillent se balader là-bas, mais qu'ils foutent la paix aux Nigériens et aux Africains. C'est le message qui est envoyé. Donc la France n'a plus d'arguments. Il ne peut pas avoir de situation nulle part, qui justifie leur présence. Oh, nous sommes en train de combattre le djihadisme chez vous. On vous dit qu'on ne veut pas aller le combattre là-bas chez vous. Il n'y a pas de loi de réciprocité.
Bon, si vous nous aimez beaucoup, nous aussi on vous aime beaucoup. Laissez-nous aussi aller avoir une base militaire à Paris et on verra si c'est bon. Avec le passe-droit que ces soldats étrangers ont sur notre sol. Allez à Libreville. Ça va être le choc de votre vie. De voir comment se comportent les soldats de la base militaire du camp général de Gaulle. Un État dans un État. Et vous parlez de liberté. Vous parlez d'indépendance. Vous parlez de souveraineté. Vous osez dire que quand vous ne reconnaissez pas les autorités nigériennes actuelles, vous ne pouvez pas vous soumettre à leurs injonctions parce que la seule personne habilitée à vous donner une injonction de parti, c'est M. Bazoum. Bon, on dit que Makaya, comme disent les Gabonais, le ridicule ne tue pas, mais quand même là, M. Macron, vous êtes très ridicule. Ça n'a aucun sens, ça, mes chers amis. Mais comment il ne peut pas être ridicule? Je vous dis, quand vous passez votre temps à passer vos nuits à côté d'une mémé, mais vous ne pouvez que être ridicule, au sens propre comme au sens figuré. Je le dis aux Français, mais je suis étonné. Je préfère encore mon copain là qui prenait le scooter et qui allait voir l'ampoule rouge avec des croissants pour voir la petite. Mais le gars, avec une mémé qui a des soucis de rhumatisme et consort, mais comment vous pouvez réfléchir pour une nation avec des situations pareilles? C'est l'inverse plutôt qui se fait quand vous êtes un hégémon. Donc voilà où est tombée la France et c'est pour cela que je continue à dire à nos amis français, vous ferez mieux de chasser complètement ce gamin-là, il ne comprend pas. Il continue de prendre la vie comme un jeu. La vie n'est pas un jeu puisque ça tue les gens. Les gens disparaissent pour toujours. Et l'Afrique a assez perdu. Assez perdu de ses filles, de ses fils comme ça, alors que l'Afrique est riche. L'Afrique est riche, elle a une histoire riche. Elle est riche en hommes. Elle est riche en capacité de créer l'avenir. Il suffit tout simplement qu'elle se débarrasse de tous ces oripeaux-là, mais surtout de ces espèces d'épées Damoclès qui continuent de flotter sur sa tête. Et c'est l'occasion pour moi, en sortant de là, pour dire, une fois de plus à notre continent, nous avons quand même encore des défauts. Et parmi ces défauts, il y a le sens de l'organisation. Il faut que maintenant que nous arrivons à la phase active de notre libération, par la présence de ces mercenaires étrangers sur notre sol, il faut au même moment que les élites et le peuple commencent à réfléchir sur la question de l'organisation de nos sociétés. Sans organisation, au moins au même niveau que nos oppresseurs, on va avoir beaucoup de problèmes. Organisation et discipline. Organisation et discipline. On crée vraiment des think tanks qui sont capables de proposer des formes d'organisation sociale au sens large du terme. Que le peuple prenne conscience et commence par une discipline B.A.B.A. L'exemple le plus simple que je prends, nous voulons des villes propres. Nos sociétés ont toujours été propres. Moi, dans mes villages, quand j'allais en congé chez ma grand-mère, mais même ici en ville, quand j'étais tout petit, quand une femme sortait de sa maison, le premier réflexe, c'était quoi? C'était de prendre un balai et de balayer sa cour. Nous avons des gens au XXIe siècle qui sont allés à l'école, dont certains sont bardés de diplômes. Ils arrivent devant un bac à ordures. Il prend sa poubelle, il la verse sur le sol. Il y a un problème. Mais il y a un problème. À force de regarder la culture, de la distraction et du spectacle permanent de Hollywood, on oublie vraiment d'adopter des gestes de discipline primaire. Alors que l'homme noir n'a jamais été comme ça. J'ai dit, j'ai vu de mes propres yeux. On nous obligeait de balayer la maison tous les jours, de laver, d'astiquer les meubles, les week-ends, tout et tout. Donc, je prends cet exemple qui n'est pas l'exemple fondamental de la discipline, pour montrer là où nous sommes tombés. Et je ne parle pas maintenant de ceux qui gèrent la chose publique. Ils confondent complètement de poche. Même le minimum qu'on leur donne là, ils se comportent comme des gens qui n'ont pas de vision. Il faut un peu de discipline, mais c'est une puissante organisation parce que aujourd'hui, ce monde nous offre des espaces, j'allais dire des outils, qui vont nous permettre de passer très vite de la machine à taper la petite bécane là, à l'ordinateur sans beaucoup souffrir. Et l'Afrique a ce génie pour le faire parce que les inventions modernes, les plus poussées du monde aujourd'hui, ont été faites par les Africains. Malheureusement, à cause de notre manque d'organisation, nous n'avons pas su le capitaliser pour en faire de véritables labels pour notre continent. Merci à vous. Patient Parfait, nous avons été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci et je continue de dire merci à tous ceux qui nous soutiennent. Nous disons aussi merci
À tous ceux qui sont un peu critiques vis-à-vis de nous, je me rappelle la dernière fois quand nous avons fait un débat ici sur le Niger, en parlant de Peul, je dis, il partait de Fouta Djallon en Guinée pratiquement jusqu'au niveau de la République centrafricaine. Et quelqu'un me reprend en me téléphonant, oui, mais vous avez oublié qu'il y a aussi des Peuls au Cameroun. Bon, comme c'est pas notre... Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques.